Bienvenue. Alors, vous êtes peut-être un peu surpris de voir de la lumière et des caméras. En fait, l'idée, c'est de filmer pour pouvoir montrer sur Internet. Et la personne qui m'a inspiré cette idée, c'est le docteur Gazon, parce qu'il voulait venir à la conférence. Et comme il ne peut pas se déplacer facilement, je lui ai dit que j'allais la filmer. Donc voilà. Alors, eh bien, le nom de la NIST, c'est « Créons un nouveau monde ». C'est un vaste programme. Et pourquoi est-ce que je veux créer cette liste, en fait? D'abord, je tiens à préciser que ma réflexion, elle date depuis très longtemps. Ça fait au moins 5-6 ans que je réfléchis à ça. Et j'ai pris 2 années sabbatiques pour écrire un livre, parce que le système tel qu'il est là ne me plaît pas et il est en train d'étouffer. Et donc, en réalité, je ne fais pas ça contre la liste de Daniel Schoeffel, c'est contre personne. En même temps, je considère qu'eux font partie du système. Et le système tel qu'il est là, tous les économistes sont complètement d'accord avec ça, ce système va droit dans le mur et il va s'écrouler. Et je pense qu'il va s'écrouler d'une manière aussi brutale que le système communiste s'est écroulé du jour au lendemain quasiment. Il n'y a aucun politique qui l'avait imaginé, mais du jour au lendemain, le mur s'est effondré et c'est la population qui l'a fait tomber. Cette fois-ci, ça risque d'être encore plus grave parce que je crois que c'est le système financier qui va s'écrouler d'un coup. Et je me dis que même si on n'a pas du pouvoir sur le système mondial, on a un grand pouvoir sur le système local, sur notre système à nous. Et je vais y venir. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est d'abord un constat et aussi des pistes différentes. Et puis toutes les personnes qui seront intéressées à poursuivre le débat, je les inviterai soit à me rejoindre dans la liste, soit simplement à venir discuter avec moi. Ce que je veux faire aussi, c'est que c'est le début de la campagne. C'est la première fois que je me présente en public et que je fais une conférence publique, donc c'est vraiment tout nouveau. Et j'ai prévu de faire en fait 9 présentations. Et chaque présentation aura un thème séparé et qui va être concentré sur une des parties du programme proposé. Et alors je ferai une fois à Walk, une fois à Robertville, Faymonville, Zurbrood, Champagne, Thirimont, peut-être pas Champagne, peut-être pas, mais un peu partout où il y a des salles qui permettront de le faire. Alors, je vais faire une présentation en 3 étapes. Donc, je vous demanderai un petit peu d'être patient parce que vous allez peut-être vous demander, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter là? Mais il y a un but vraiment précis. Je vais partir en fait du système économique mondial, je vais dire même du système monétaire mondial, pour descendre vers l'Europe, le système européen, pour descendre vers la Belgique, pour descendre enfin vers les communes, pour descendre enfin vers l'individu. Donc il y a un chemin qui a été précis, donc ne soyez pas surpris que je parle du monde, puis c'est pas un programme mondial, hein, mais ça donne du sens. Il faut comprendre pourquoi le programme existe et il s'inscrit vraiment dans les conséquences que nous risquons tous de subir bientôt. Et dans ce sens-là, je suis un candidat, je dirais, contre le système, un peu comme une poule, enfin un petit poussin qui est dans une coquille et ça pousse et veut sortir. Mais je dirais que je suis dans la réflexion vraiment hors système. Et là, évidemment, je me différencie d'une manière radicale par rapport à l'autre liste, qui, eux, seront quand même, quoi qu'il arrive, les candidats du système. Alors, en dernière partie, on fera une liste de questions-réponses. Donc, première partie, je fais le constat. Deuxième partie, les propositions. Et troisième partie, les questions-réponses. Et les propositions, elles s'inscrivent dans un idéal. Et les idéaux ne sont pas toujours réalisables, mais il est réaliste d'avoir un idéal. Lorsqu'on n'a pas d'idéal, ça risque d'être très dangereux, puisque la vie devient morose, on ne parle plus que de crise, et ça dure depuis 30 ans presque maintenant. Voilà. Alors, première chose, je vais commencer avec le système financier mondial. D'accord ? Alors, je vais prendre quelque chose et je vais
vous demandez si vous savez ce que c'est. Voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? C'est quoi? C'est 50 €. Vous savez où c'est fabriqué? Hein? C'est la BCE, puisque c'est l'euro, qui est à l'origine de l'euro. Donc c'est la Banque centrale européenne. Mais l'euro est lié à un système monétaire mondial dont l'étalon est le dollar. Et le dollar, en fait, est devenu étalon mondial en 1942, lorsqu'il y a eu la guerre 39-45. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les Américains, pour venir à la guerre, ils ont dit, écoutez, une condition, ils ont négocié avec Churchill. La condition, c'est qu'on lâche l'étalon or, c'est-à-dire qu'avant, on faisait des billets en fonction des stocks d'or que chaque État avait. Et ils ont dit, nous, on vient faire la guerre à condition que l'étalon ne soit plus l'or, mais soit le dollar papier, le dollar. Et Churchill, bon, comme il n'y avait pas de choix par rapport à Hitler, ils ont dit, OK. Donc, ils ont accepté que le système mondial devienne le dollar. Et l'euro est lié au dollar. Mais tout est lié au dollar. Lorsque vous achetez du pétrole, les énergies, tout est dollar. Et où ça devient incroyable, je dirais même scandaleux, c'est qu'en fait, le dollar lui-même est fabriqué par la Banque centrale américaine. Mais qu'est-ce que c'est la Banque centrale américaine? La Banque centrale américaine, c'est la Fed, F-E-D. Eh bien, figurez-vous que la Fed, qui fabrique l'étalon mondial monétaire, c'est une société privée. Une société privée qui appartient à quelques très grandes familles et à quelques grands banquiers. Maintenant, ils sont plus nombreux. Qui en fait partie? Au départ, c'est la famille Rothschild, la famille Rockefeller, la reine d'Angleterre, etc. Des familles richissimes. Et comment est-ce qu'ils ont réussi à devenir une banque privée? C'est en finançant un président des États-Unis. Et ils lui ont dit, écoute, on va financer ta campagne à condition que lorsque tu seras là, tu fais en sorte qu'on sépare le système monétaire des États-Unis et que ça devienne autonome et indépendant. Et le président l'a accepté, je crois que c'était Johnson. Et quand il est mort, le jour de sa mort, sur son lit de mort, il a dit « J'ai fait la plus grosse connerie de ma vie en acceptant ça ». Ça veut dire quoi? Que nous dépendons 7 milliards d'individus de 300 familles sur le monde qui décident de tout, d'absolument tout. Et nous vivons dans une inconscience incroyable. Incroyable. Et c'est une réalité, c'est hallucinant. Évidemment, ça, on ne nous l'apprend pas à l'école. Moi, j'ai fait des cours, j'ai été à l'université. Pendant 3 ans, j'ai fait l'école de commerce Solvay, qui est une des écoles économiques les plus prestigieuses en Belgique. Qu'est-ce qu'on nous apprend là? On nous apprend comment fonctionne le système, à le respecter pour s'enrichir à l'intérieur même du système. C'est ça qu'on apprend aux grands économistes mondiaux. C'est ce qu'on apprend à Harvard, qui est la plus grande université mondiale. Moi, j'ai une amie qui a fait Harvard, elle ne savait même pas comment ça fonctionnait. Mais ce qui est encore plus incroyable, je trouve, c'est qu'on ne nous apprend pas à l'école ce que c'est. On nous rend inconscients dès le départ. Et on ne nous apprend non plus pas à l'école quelque chose d'important. Vous savez, on est 7 milliards sur la planète, même les pygmées, ils utilisent de l'argent. Tout le monde utilise de l'argent. À l'école, je ne connais personne qui a eu un cours comment utiliser l'argent, comment faire en sorte de ne pas s'appauvrir, comment faire en sorte de s'enrichir pour avoir du confort. Il n'y a pas de cours sur l'argent. C'est une des choses les plus importantes sur la planète en termes d'échange. Il n'y a aucun cours dans les écoles. Ça pose quand même une question au niveau du système éducatif. Alors, il y a encore quelque chose qui est incroyable, parce que ce n'est absolument pas naturel, c'est le principe des intérêts. Vous savez que la masse monétaire se fabrique. En réalité, vous savez, quand vous faites un crédit, vous pensez que l'argent que vous empruntez, c'est l'argent des autres épargnants. Eh bien, c'est faux. C'est archi faux. En réalité, quand quelqu'un met 1 euro, disons 1 000 € à la banque a le droit de fabriquer 10 000 €.
Or, la masse monétaire, elle est fabriquée par chaque personne qui crée de la richesse, c'est-à-dire chaque personne qui fait un crédit. Lorsque vous dites « je vais faire construire ma maison, je vais emprunter 100 000 euros », eh bien, la banque, elle n'a que 10 000 euros. Les autres, elle va les chercher à la Banque centrale européenne, qu'on lui prête. En fait, on les fabrique à ce moment-là, un simple clic, et c'est vous qui avez fabriqué la masse monétaire. Ce n'est pas les banquiers, et ce n'est pas l'argent des épargnants, c'est une vaste blague. Et c'est hallucinant parce qu'on est tous asphyxiés et inconscients dans ce système. Alors le pire de tout, c'est qu'en plus, sur l'argent qu'on a fabriqué nous-mêmes par notre initiative, qu'elle soit privée, entrepreneuriale ou associative, ou communale ou politique, eh bien on ajoute des intérêts qui n'ont aucun sens. C'est une véritable escroquerie légalisée. Si on s'en réfère à la nature, lorsqu'on prend un lingot d'or, si je le mets dans un coffre en banque et que j'attends 10 ans, si je viens 10 ans après, il n'y aura pas d'intérêt, il ne sera pas plus grand ni plus petit. Et moi, je pense que l'argent doit être simplement une monnaie d'échange et pas une valeur en tant que telle, simplement une interface. La valeur, elle ne se crée pas grâce à l'argent, elle doit se créer grâce à ce qu'on fait. Et c'est de là qu'avec le système d'intérêt, évidemment, on a inventé le monde spéculatif, etc., etc. Bon, j'ai envie de vous parler de l'Europe maintenant. Vous savez tous qu'on est dans une crise incroyable, et tous les jours on en parle, ou pas. Les Jeux Olympiques nous ont un petit peu camouflé le problème. Et je ne suis pas contre les Jeux Olympiques, je trouve ça absolument merveilleux. Mais vous savez qu'en Grèce, c'est une catastrophe monstre. Depuis 2008, tout va de plus en plus mal. Alors qu'est-ce que les Européens ont décidé? Ils ont décidé de faire en sorte que la Grèce fasse des restrictions budgétaires pour s'en sortir. Et plus on a fait des restrictions, plus on a diminué le pouvoir d'achat, plus les gens s'asphyxient, plus le système va mal, plus les emprunts de la Grèce montent en termes de taux d'intérêt. Il faut s'imaginer que les Grecs empruntaient à 6-7% avant la crise, et c'est monté jusqu'à 19 et 25% d'intérêt. Alors, résultat, après 4 années d'efforts incroyables sur la population, vous savez, les gens, ils avaient 900 euros, par exemple, de pension, ils se sont retrouvés avec 600 euros. Ils crèvent de misère maintenant là-bas. Eh bien, quel est le résultat de toute cette politique? Eh bien, c'est pire qu'avant. Donc, on est dans un cercle de la mort. Ça s'appelle comme ça en économie et en marketing. Plus on va essayer d'améliorer les choses, plus on va les aggraver. Alors, c'était la Grèce. Je pourrais vraiment vous expliquer comment l'escroquerie de la Grèce a été faite. Ça vous intéresse en quelques mots? Non? Ok, je vais aller plus loin. Mais s'il y en a qui s'intéressent, je dirais. Arrêtez-moi, si je commence à vous embêter, je passe tout de suite à autre chose. Je préfère vous payer un verre si vous avez le courage de rester jusqu'au bout que de payer un verre à personne. Donc, bon, je parlais de la Grèce, vous savez que c'est au Portugal, vous savez que maintenant c'est en Espagne, où il y a 52% de chômeurs de moins de 30 ans. Les gens retournent chez leurs parents, en Grèce ils retournent dans les campagnes parce qu'ils sont en train de crever. Et maintenant, le marché, entre guillemets, c'est-à-dire les grands argentiers, réfléchissent à l'idée de dégrader la note belge et de dégrader la note de l'Allemagne. Donc en fait, tout le système européen est à 2 doigts de s'écrouler, comme le mur de Berlin s'est écroulé. Bon, est-ce qu'ils vont trouver des solutions? Je n'en sais rien. Mais quoi qu'il arrive, c'est mathématique. Si vous regardez les grands économistes, ils écrivent l'empire des dettes ou bien le système économique est voué inéluctablement à la faillite. Ça, ce sont des grands économistes qui ont écrit ça il y a 15-20 ans déjà. Donc maintenant, le pire de tout ça, c'est que pour sortir de ces fameuses crises, vous savez, on a des crises à répétition, hein. Je parle de 2008, avant c'était 2001 avec la fameuse bulle Internet, avant il y a eu 39-45, mais avant il y a eu la fameuse crise de 1929. Et pour sortir de cette crise, la seule solution, c'est dramatique, mais ça a été la fameuse guerre de 39-45. C'est ça qui a permis au monde de sortir de la crise, parce que ça a créé de l'activité.
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la famille George Bush, par exemple, ils finançaient aussi bien Hitler et l'économie nazie que les Américains et les Alliés. Donc en fait, les grands argentiers, eux, ça les arrangeait, puisqu'ils finançaient de chaque côté. Donc tous les gens qui se sont battus à la guerre, ils étaient un peu comme des pions sans savoir exactement ce qui se passait. Mais ils se battaient quand même pour un idéal. Les Allemands, parce qu'ils avaient été étranglés complètement injustement, parce qu'on leur demandait des dommages de guerre à cause de la guerre de 1870 de Bismarck, et on les a fait, non, de 1919, 14-18, on les a fait tellement crever de misère pour payer les dommages de guerre que c'est devenu une explosion sociale incroyable. Et c'est grâce à ça, ou à cause de ça, que Hitler est venu au pouvoir. Et si je dis à cause, c'est pas seulement la responsabilité d'Hitler. Le problème est venu de l'autre côté, qui a créé une tension telle qu'il refusait d'alléger les charges de l'Allemagne. Et alors Hitler a dit « je vais vous sortir de là », et ça a donné la fameuse guerre. Mais ça veut dire aussi que tous les gens qui se battaient, d'un côté comme de l'autre, ils n'avaient qu'un seul objectif. Et c'est tragique, parce que l'objectif, qu'on était allemand ou qu'on était wallon ou pro-belge, on n'avait qu'une idée, c'était de se défendre pour sa propre sécurité et aussi pour sa survie. Et les Allemands se battaient pour que ça aille mieux pour eux, et de l'autre côté, les gens se battaient pour que ça n'aille pas pire pour eux, et surtout que ça aille mieux pour eux et pour éviter le nazisme. Donc, en gros, si on réfléchit bien, les besoins vitaux fondamentaux qui sont la sécurité, le besoin de bien-être, c'était des deux côtés exactement la même chose. Et c'est tragique. Ça veut dire qu'un soldat qui se battait pour l'Allemagne et un soldat qui se battait de l'autre côté, quelque part, ils se battaient pour un idéal qui se ressemblait. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'au niveau communal et au niveau local, on n'a jamais nettoyé ça. Il n'y a jamais eu d'armistice. On est le seul village en Belgique, à Ouem, où il n'y a jamais eu de monument aux morts pour les deux parties. Donc on ne veut pas faire de monument aux morts parce qu'il y a des gens qui étaient du côté des Allemands et des autres du côté des Belges ou des Alliés. Et moi je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important, qui est une espèce de réconciliation ou amnistie, on l'appellera comme on veut, et qu'on honore tous ces gens qui se sont battus pour leur propre idéal, pour que leur famille et les gens auprès d'eux aient mieux, même si ça a été horrible et tragique. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que ces malentendus et ces tensions, elles existent encore maintenant dans le village. Elles passent d'une famille à l'autre, sans arrêt. Et parfois, les gens ne savent même pas pourquoi ils se battent. C'est un peu comme les vendettas en Sicile, quoi. Au bout de 5 générations, il faut qu'on ait tué l'autre, mais on ne sait pas pourquoi, on a oublié. Mais ça se passe toujours, parce qu'il y en a un qui dit bah, « dans cette famille-là, c'est des salauds, et puis on y va d'une génération à l'autre. En même temps, c'est encore plus tragique parce que les sangs se sont mêlés. C'est-à-dire qu'il y a des gens d'une famille qui étaient pro-belges et d'autres qui étaient pro-nazis. Ils ont eu des enfants qui se sont mariés entre eux. Ça fait des enfants qui eux-mêmes ont des sangs communs. Donc je pense qu'il est vraiment important de nettoyer ça. Parce que ce passé, il vit dans notre présent, consciemment ou inconsciemment. Et tous les peuples, en petit ou en grand, qui n'ont pas nettoyé ça chez eux, ça a été une catastrophe. Tito, par exemple, qui était le dictateur de Yougoslavie, lorsqu'il a quitté la Yougoslavie, il n'y avait plus de dictature. Eh bien, les gens se sont vengés sur tout ce qui s'est passé du temps de la guerre. Et vous prenez n'importe quel cas, c'est pareil. Dès lors qu'on met de la pression pour que les tensions ne sortent pas, on arrive à les étouffer un moment. Mais à un moment donné, elles explosent. Et ça va jusqu'au génocide. Les Hutus, les Tutsis, etc. Peut-être même les Flamands et les Wallons, qui sait, un jour, je n'espère pas. Bon, j'en viens maintenant à la Belgique. J'ai parlé de l'Europe, de la guerre, des choses que je pense qu'il faut vraiment qu'on nettoie et qu'on ait le courage de faire à Ouem. J'ai envie de parler maintenant de la dette belge. La dette belge, elle est de 363 milliards d'euros. C'était les chiffres de 2011. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, tout le monde ici, nous avons 36 300 € de dette. D'office, on vient au monde, on a ça. Alors, qui, dans la commune, serait d'accord d'emprunter 36 300 € pour chaque membre de sa famille pour rembourser la dette belge? Qui? Personne. C'est pourtant ce que le marché veut.
Et comment est-ce qu'on le fait faire? Par des taxes, des machins, des TVA, des réductions de pensions, etc., etc. C'est comme ça qu'on est en train de le faire. Donc, maintenant, j'ai envie de vous parler de quelque chose que vous avez entendu, que vous connaissez tous, c'est la fameuse banque Dexia. Vous savez que le système monétaire s'est cassé la figure. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué au casino mondial. Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont brûlé des milliards de dollars. C'est hallucinant. Et toutes les banques sont concernées. Dexia, KBC, etc. Par exemple, KBC, en 2013, ils doivent rembourser 30 milliards d'euros. C'était des emprunts, des prêts qu'ils avaient fait avec des subprimes, mais comme c'était en cours 5 ans, ils ont gardé dans l'actif. Ils ont fait semblant que c'était toujours valable, parce que le G20 l'a autorisé. Donc ça veut dire qu'en 2013, ils vont devoir rembourser 30 milliards. Qui est-ce qui va casquer? C'est nous, ou c'est chacun qui va perdre ses économies. Mais tout le monde est concerné, hein, il n'y a pas que KBC. Mais la Dexia, ils ont déjà fait faillite. Donc là, c'est 100 milliards. Chiffre annoncé, on ne nous dit pas la vérité. En théorie, les 100 milliards, il y en a 60 milliards pour les Belges. C'est quand même curieux qu'on demande 15% du PIB à la Belgique et que la France n'est qu'à 1%, alors que c'est quand même en France qu'il y a le plus de dettes. Mais peu importe. Au final, quoi qu'il arrive, ça va nous coûter à nous 100 milliards. Si on arrondit la Belgique à 10 millions de personnes, on prend 100 milliards de dettes uniquement de la Dexia, on divise par 10 millions, ça fait 10 000 euros. 10 000 euros de dettes supplémentaires pour chacun d'entre nous. Alors moi, je vais vous dire, je ne suis pas d'accord de rembourser ça. Je ne suis pas d'accord de rembourser ça. Et j'en viens à la commune. La commune de OM a des emprunts à la Dexia. Si je compte le nombre d'habitants de la commune, nous sommes 7200 habitants environ à OM. 7200 habitants fois 10 000 euros, c'est-à-dire ce qu'on va nous faire payer, ça fait 72 millions d'euros. Eh bien, moi, je veux bien que la Dexia nous prête 72 millions d'euros pour qu'on la rembourse. J'ai encore jamais vu une seule banque qui faisait un cadeau à une entreprise ou à une personne privée. Jamais. Alors pourquoi est-ce que nous, le peuple, on devrait faire un cadeau aux banques? Je me le demande. On nous oblige à le faire. Mais moi, je ne suis absolument pas d'accord. Et dans ce sens-là, je suis un candidat qui veut sortir de ce système. C'est un système que moi, je qualifie d'escroquerie légalisée. Donc si jamais moi, j'ai été élu, je vous garantis que je refuse de rembourser les crédits de la Dexia. Je garantis. Et je sais que c'est, entre guillemets, illégal. Mais s'il est illégal de ne pas rembourser les dettes et qu'il est légal d'asphyxier les populations et de les faire payer les conneries des autres, il y a quelque chose qui cloche. Donc moi, je refuse, en tant qu'élu éventuellement un jour, de faire n'importe quoi. Je refuse de faire n'importe quoi. Et en tout cas, sûrement pas de payer des intérêts. Maintenant, il y a une autre solution de remboursement, j'en parlerai un peu plus tard. Mais je suis sûr d'une chose, si jamais je refusais de payer la dette, j'en prendrais seul la responsabilité. Si j'étais bourgmestre un jour, peu importe si je le suis ou pas, ce n'est pas mon but, je ne m'acharne pas pour avoir le pouvoir, ce n'est pas ça. Je m'acharne pour mon idéal, pour ce que je crois, pour ce qui est vrai, pour ce qui est juste, pour mes valeurs. Sûrement pas pour le pouvoir. Donc, mais en tout cas, si jamais ça arrivait, moi je dirais stop, je ne paye pas. Et en tant que bourgmestre, je prendrais l'entière responsabilité, quitte à ce qu'on me mette en prison, je vous jure que c'est vrai. Et je suis sûr que si je fais ça, il y aura d'autres communes qui vont suivre. Et ça va faire comme un jeu de domino. Ça va faire exactement comme à l'époque des radios libres. Si vous vous rappelez, les premières radios libres, eh ben, on venait, on saisissait tout le matériel, on mettait les gens en prison. Et puis il y en a d'autres qui ont fait une radio libre, et encore une autre, et maintenant les radios libres sont venues légales. Donc c'est grâce à des gens courageux qui remettent en cause le système que les choses peuvent bouger. Alors, moi je pense qu'il faut casser la coquille. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'œuf qui était, le poussin qui était dans l'œuf. En fait, c'est une opportunité pleine d'espoir. Quand vous avez un poussin qui est dans l'œuf et qui veut sortir, ben, il casse la coquille. Vous voyez ? Il met des coups de bec dans le système qui l'enferme, c'est-à-dire la coquille, pour en sortir. Et s'il ne casse pas la coquille, il meurt dedans. Donc, moi je pense qu'on n'est pas dans une évolution. Tous les gens qui vous parlent d'évolution, c'est-à-dire on va faire changer le système, ils restent dans l'œuf. Ce qu'il faut, c'est sortir de l'œuf, s'ouvrir à une nouvelle vie. Et ça, c'est tout à fait autre chose. C'est un rêve de plein d'opportunités.
De toute façon, si on ne le fait pas, le système va le faire pour nous. Je vous assure que d'ici quelques années, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, je le répète, ce n'est pas moi qui le dis, tout le monde va avoir des difficultés, sauf ceux qui ont pas mal d'argent de côté. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ma liste, elle se différencie de celle de Daniel Stoffels parce que moi, je suis hors système. Je veux vraiment qu'on s'ouvre à autre chose, qu'on naisse à une autre vie, d'une certaine manière. Et je dirais d'une manière plus humoristique que j'aimerais bien, par rapport au système actuel, que Wem soit le premier village gaulois qui résiste à l'envahisseur, un peu comme Astérix Obélix. Et je dirais que la potion magique, nous, on l'a dans le village de Wem. On l'a. À Wem, il y a des créateurs incroyables, des génies. Malheureusement, ils ont été étouffés les 25 dernières années. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Moi, je me souviens, il y a 25 ans, quand j'étais enfant, rien que dans le village de Wem, il y avait 1500 personnes, habitants. Et vous savez, les entreprises du village de Wem, à cette époque-là, employaient plus que 3000 personnes. Donc vous voyez la capacité de création qu'il y a ici, dans ce village, dans cette commune. Regardez partout dans la commune, parce qu'on est la commune qui a souffert le plus. C'est pour ça qu'on est si fort et si bon, à cause de la guerre et toutes les souffrances, et même à cause du climat. Chez nous, il fait froid, c'est un peu la Sibérie belge. Mais à cause de ça, notre caractère s'est forgé d'une manière beaucoup plus puissante que les autres. C'est ça notre potion magique, en fait. Et malheureusement, les gens, ils sont partis. Vous passez la plaque OM et vous voyez à Malmedy toute la richesse qui a été faite avec des gens d'OM, sans compter ceux qui sont partis à Liège, à Bruxelles et partout dans le monde. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment un potentiel incroyable. Et moi, je voudrais vraiment qu'on revienne à l'essence de la politique. Et pour moi, il n'y a pas de politique pour le moment. Tous les politiciens, qu'est-ce qu'ils font? J'ai l'impression qu'ils sont en train de conduire une voiture, ils sont la tête dans le guidon et ils ne voient pas qu'il y a un tournant à 100 mètres. Et quand ils arrivent à 100 mètres, paf, ils dérapent. Mais 40 mètres après, il y en a un deuxième, puis il y a des zigzags, et c'est hallucinant. Ils n'ont aucune vision, ils ne savent pas où ils vont. Et ça, c'est les politiciens de maintenant. C'est-à-dire, ce sont des antipolitiques. Un politicien, pour moi, je suis désolé de dire, je vais choquer, mais ce sont des gens qui ont des visions. Et malheureusement ou heureusement, les gens qui ont des visions, ce sont parfois des grands dictateurs. Hitler, lui, il avait une vision à 1000 ans. 1000 ans. Mais les gens, ils avaient un idéal. Staline, il avait une vision. Les Américains avaient une vision sur le très long terme. Eh bien, quand on n'a pas de vision, on va droit dans le mur, puisqu'on est là comme ça sur le guidon. Et c'est ce qui se passe maintenant en Europe. Donc, moi, ma politique, je voudrais revenir à l'essence de la politique, la raison d'être de la politique. C'est-à-dire, pour moi, la politique, c'est d'œuvrer à l'accomplissement, à l'épanouissement de chaque individu dans sa commune et de chaque association, de chaque entreprise, dans le respect de la nature. Donc, en rajoutant cette dimension-là. Et pour moi, le patron de la commune, ça ne doit pas être le bourgmestre, ça ne doit pas être le conseiller communal, ça ne doit pas être l'entrepreneur, ça doit être la raison d'être. La seule chose à laquelle on doit, entre guillemets, obéir, c'est à la raison d'être. Est-ce que ce que je fais est pour l'accomplissement du bien-être des gens, ou est-ce que c'est contre leur accomplissement? Est-ce que ce que je fais va contre moi-même? Alors je ne le fais pas. Et pour moi, c'est ça la responsabilité. On nous a fait croire depuis toujours que être responsable, c'est assumer ses choix en termes de récompense ou punition. Donc je fais un truc, je suis récompensé, on t'applaudit. Je fais un truc, je suis puni. Ben pour moi, c'est pas ça. Parce que ça veut dire que si on triche et qu'on n'est pas appris, c'est très bien. On est responsable, mais on a triché, ça va très bien. Pour moi, la responsabilité, c'est pas ça. La responsabilité, c'est de dire que je refuse de faire n'importe quoi, que je ne fais rien qui me nuise d'abord à moi-même, ni aux autres habitants, ni à la nature. La nature avec un grand N au cosmos, parce qu'il ne faut pas non plus délirer d'une manière écologie politique déviante. Il y en a évidemment une extrêmement positive que j'approuve, mais être écologique, ça veut dire respecter la nature, mais la nature, c'est extrêmement violent. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, comme on dit. Donc vouloir préserver la nature avec l'excuse qu'il faut sauver la planète, de mon point de vue, c'est une connerie incroyable. Pour moi, on n'a pas à sauver la planète. C'est nous avons à nous sauver nous-mêmes. La planète, elle n'a pas besoin de l'espèce humaine. Et il y avait des dinosaures, il y a 65 millions d'années, ils ont été rasés.
tel qu'on est là, les êtres humains vont disparaître. C'est Claude Lévi-Strauss, le plus grand anthropologue du monde, qui le disait avant de mourir, il n'y a pas longtemps. L'espèce humaine va disparaître. On se prend pour le nombril du monde, alors qu'à l'échelle de la galaxie, du cosmos, on n'est juste même pas le centième de milliard d'une poussière. Donc il faut un peu revenir à la raison, et il faut essayer d'accepter la nature dans ce qu'elle est en réalité. Donc maintenant, parler d'accomplissement et vouloir le réaliser, ça peut paraître vraiment utopique. Mais ce que je voulais dire, c'est comme mon ami Thomas Dansbourg, qui a vendu presque plus d'1 million de livres maintenant, dont le fameux « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Il a écrit un livre qui s'appelle « Le bonheur n'est pas nécessairement confortable ». Donc ça veut dire que forcément, passer d'un système à l'autre, ce n'est pas toujours confortable. Mais il y a une différence majeure, c'est que lorsqu'on vit son rêve, quoi qu'il arrive, dans les plus grandes difficultés, on est en harmonie avec soi-même et on peut être dans la joie. Le bon sens, le paysan le disait aussi, hein. Je ne sais plus comment il disait. Enfin bon, bref, je ne vais pas m'égarer, j'ai oublié. Mais les paysans savaient très bien ça, hein, que le malheur, c'est la mauvaise fortune, le bonheur, c'est la bonne fortune. Et quand il y a malheur, qu'est-ce qu'il disait? Je ne sais plus. Personne ne se rappelle? Non, bon, peu importe. Par contre, la joie de faire son rêve et de travailler à l'accomplissement de soi-même et des autres, dans le respect de la nature, ça, je peux vous dire que c'est jouissif. On peut s'amuser, même dans les pires difficultés. On peut être heureux tout le temps, joyeux, je dirais plutôt qu'heureux. Bon, maintenant, je vais venir à un petit jeu, d'abord, pour très rapide. Et puis, je reviendrai à la monnaie, enfin, au système monétaire. Bon, ça, c'est un jeu qu'on donne aux enfants, aux bébés. Hein, vous voyez, il y a une forme, il y a une couleur, et on demande au bébé de mettre ça. Ben, le bébé n'est pas très adroit, c'est un peu compliqué pour lui. Et puis, on demande à l'école maternelle de faire ça. Et en première année maternelle, il y a quasi personne qui se trompe. En dernière, mais c'est juste impossible de se tromper. Vous demandez à un enfant de mettre cette pièce rouge-là dans cette partie rouge, il va la mettre là. Vous demandez de mettre ça, il va la mettre là. Vous demandez de mettre ça, il va la mettre là. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y en a aucun qui va se tromper. Maintenant, si ces trois pièces-là, je les appelle capitales. Ça, c'est une capitale, ça, c'est une capitale, ça, c'est une capitale. Et que ces trois formes-là, 1, 2, 3, je les appelle région wallonne, région bruxelloise, région flamande. Je vais reprendre mes trois pièces. Alors là, je suis absolument sûr qu'aucun enfant va se tromper, c'est juste impossible. Hein, il vient de le prouver avant. Je demande ça maintenant à des politiciens. Hein. Je dis, voilà, tu as trois pièces, trois capitales, mets-les maintenant dans les trois régions. Alors, région wallonne, bon, voilà, région wallonne, disons que c'est celle-ci, clac, ça marche. Namur, ça rentre dans la région wallonne. Très fort, les politiciens, magnifique. Je prends la pièce Bruxelles, je vais mettre ça dans la région bruxelloise, en principe, je demande, mettez-la dans la région correspondante, pas ça rentre. Je vais prendre la pièce capitale de la région flamande et je vais demander aux politiciens de la mettre au bon endroit. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, un enfant d'école maternelle, il la mettrait bien là. Eh bien non. Nos politiciens, ils essayent de la mettre dans la région bruxelloise. La capitale de la Flandre, c'est Bruxelles. Donc, on s'étonne que ça coince. Hein? Vous demandez à un enfant, mais ça ne rentre pas, ça ne marchera pas. Ben non, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Et là, je me suis posé la question, mais comment est-ce que ça se fait que des enfants d'école maternelle savent faire ça et que des grands politiciens hyper intelligents sont incapables de le faire? Et je me suis dit, mais finalement, plus on va à l'école, plus on devient stupide. Eh bien, cette réflexion, honnêtement, je me demande si ce n'est pas tout un peu vrai, si pas très vrai. Parce que de mon point de vue,
le système éducatif a été fait pour conditionner l'être humain à être capable de supporter et de supporter le système pendant au moins 30 ans, d'être dominé et d'être soumis au système pendant au moins 30 ans, pour commencer peut-être à réaliser ses rêves à la retraite. Bon, il y a évidemment des gens qui ont refusé ce système, et comme par hasard, c'est les grandes stars, c'est les grands présentateurs de télévision, ils n'ont pas de contrat, hein, ils n'ont jamais fait de diplôme, ces gens-là, mais c'est eux les stars. Dans les grands politiciens, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait de diplôme. Les grands entrepreneurs, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait de diplôme, parce qu'ils ne se sont jamais conformés au système. Et c'est tellement incroyable que c'est inscrit comme ça dans la Constitution des États-Unis. C'est lors de la grève au Texas en 1800 et quelques, il y avait une telle grève qui a paralysé l'économie américaine que la Constitution américaine a été faite de sorte qu'on a créé une loi pour dire maintenant on va obliger tous les Texans à aller à l'école pour apprendre, les éduquer à ne plus faire grève. Et c'est écrit noir sur blanc dans la Constitution américaine. Donc il y a de quoi se poser des questions, à quel point on est conditionné. Bon, petite marche arrière, je reviens à la commune. Je parlais d'argent. Cette monnaie-là, c'est juste du papier, et encore, c'est des clics sur un ordinateur. Il y a 3 mois, la BCE a fabriqué 1000 milliards d'euros en faisant clic. Ils les ont prêtés à 0,5% aux banques, et les banques les ont reprêtés aux États, en Grèce à 19%, en Espagne à 7%, etc. Ils se moquent du monde. Hein. Eux, ils ont eu à 0,5% et puis ils vendent ça. Moi, je veux bien faire ce métier-là. Bon, bref, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelon, à la commune? Eh bien, moi, je propose la création d'une monnaie locale, une monnaie communale. Alors, vous allez dire, c'est incroyable cette histoire, c'est de la folie. Eh bien, ce n'est pas de la folie, ça existe. Ça existe dans plein de pays et ça existe dans plein de villes. Ça existe dans certains quartiers à Bruxelles, ça existe à Toulouse, ça existe à Rio de Janeiro. Il y a des grands spécialistes qui créent des monnaies locales. Moi, j'en connais un. C'est l'ancien président de Greenpeace, il s'appelle Jean-Luc Roux, il est à Bruxelles, et il ne fait que ça, installer des monnaies locales dans des régions, pour sortir de la soumission au système. C'est aussi pour créer une richesse pour les gens qui veulent faire du bénévolat. Donc moi, je propose la création d'une monnaie locale, et le plus marrant, évidemment, c'est de l'humour, mais en même temps, on pourrait très bien rembourser Dexia avec notre monnaie locale. Parce que notre monnaie locale va créer de la valeur réelle, alors que là, c'est du papier de singe. Donc ça, c'est ma première proposition pratique. Création d'une banque communale avec sa propre monnaie locale. Et l'idée, à qui est-ce qu'elle va appartenir, cette banque? Eh bien, elle va appartenir à chaque citoyen. C'est-à-dire que chaque membre de la commune de OM sera actionnaire de la banque communale. Après, je vais vous expliquer comment on peut faire des projets qui soient cohérents, concrets et complètement réalistes avec de la monnaie locale. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être un peu trop long, ça va? Vous n'avez pas marre? Ok, pas d'objection, alors je continue. Bon, je ne vais pas parler de la spéculation, je crois que j'ai assez parlé du système. Juste un tout petit mot. Il y a 20 ans, lorsqu'un bateau plein de mazout quittait le golfe Persique pour arriver au port d'Anvers, la cargaison était vendue 50 fois par des spéculateurs à la criée. Et chaque fois, évidemment, ça augmentait, ce qui faisait que nous, on payait plus cher. Maintenant, c'est vendu en millième de seconde par des ordinateurs. On ne sait même pas combien de fois. C'est ça le système spéculatif. C'est-à-dire qu'on fait payer toujours plus cher quelque chose sans rajout de valeur. Et ce qui va se passer maintenant, vous savez qu'il y a eu des grands problèmes de sécheresse aux États-Unis, en Russie. Eh bien, il y a une spéculation qui commence aux États-Unis, à la bourse de Chicago, sur les matières premières, donc le maïs, le soja, etc. Ça veut dire que, je crois, au mois d'octobre, septembre, peut-être, le prix des pâtes et tout ça va doubler pratiquement. Donc, moi, ce que je voudrais, après le système monétaire, cette idée de création de monnaie locale, mais je vais venir à des exemples pratiques, parce que comme ça, on se dit, mais il est fou. C'est du n'importe quoi, c'est irréalisable. Ben non, je vais vous prouver, et ça existe déjà, mais surtout, je vais vous donner des exemples comme on peut faire à la commune. Et d'ailleurs, en bousculant des choses qui ne vont pas du tout dans la commune. Je pense par exemple au CPS, je pense même à l'administration communale. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait 1500 habitants qui employaient 3000 personnes, juste à l'échelle du village, mais à l'échelle de la commune, c'est encore plus.
Eh bien, vous savez quel est le plus gros employeur de la commune de Wem? Quel est le plus gros? C'est l'administration communale. On est devenu tellement aliéné, pour ne pas dire complètement fou, que par exemple au CPAS, on appelle chaque nouvelle personne qui vient être assistée, on l'appelle un client. Les assistantes sociales appellent ça un client. Mais moi, j'ai toujours cru qu'un client, c'est ce qui amenait de la prospérité. Plus on a de clients, plus on a de bénéfices. Ça me paraît assez logique. Eh bien non, ici, on est venu tellement fou qu'on appelle ça des clients et on prospère. La seule différence, c'est que plus on en a, plus on s'appauvrit. C'est ça la réalité. Donc, arrêtons ce jeu stupide de s'appauvrir nous-mêmes en donnant des autres mots que la réalité. La réalité, ce sont des assistés, ce ne sont pas des clients. Alors, qu'on ne se méprenne pas, je ne veux pas attaquer ces gens-là. Au contraire, je veux qu'on les aide à se réinsérer, à vivre, à apprendre, à faire partie de notre communauté, pas à rester à rien faire. Donc moi, ce que je proposerais si j'étais élu, je dirais, OK, je veux bien qu'on accepte des gens dans le CPS, sans problème, mais à une condition, c'est qu'elle fasse, chaque personne s'engage à faire dans l'année qui vient, qu'elle s'engage réellement à commencer des travaux d'intérêt communaux. Et si au bout d'un an, elle n'a pas fait des travaux, eh bien, on ne renouvelle pas son aide sociale. Elle peut aller voir ailleurs. Alors, comment est-ce qu'on va payer ça? Eh bien, justement, avec notre monnaie locale. Donc, eux vont garder leur euro, mais avec notre monnaie locale, on va leur payer les travaux d'intérêt communaux. Ou, encore mieux, des créations de nouvelles entreprises de sociétés mixtes. C'est-à-dire qu'on prendrait les entrepreneurs qui ont plein de talents et des commerces ici à Wem, dans Azurbroed, partout, il y en a plein, et on leur proposerait de créer une société dans laquelle il y aurait ces personnes-là et des personnes de l'administration et des personnes qui ont envie d'y être. Alors, je parlais tout à l'heure des gens du CPS, mais à ça, je peux ajouter des gens, je ne sais pas, des enfants, des bénévoles, des chômeurs, des retraités, tous des gens qui ont envie d'œuvrer à l'accomplissement de la collectivité de notre commune. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, on pourrait faire des tas de choses. Et là, il faut être créatif, et ça devient très intéressant. On pourrait, par exemple, créer des jardins biologiques, des potagers. On pourrait en faire à Azurbroed, à Champagne, un peu partout. Et ces jardins seraient d'abord gérés, je ne dirais pas que les patrons des entreprises arrêtent de travailler, mais on pourrait très bien avoir dans le conseil d'administration, je ne sais pas, quelqu'un du pré fleuri, ou pour vendre les légumes biologiques, je ne sais pas moi, quelqu'un d'une pépinière, etc., des gens qui ont la compétence, on ne leur demandera pas d'aller jardiner, on leur demandera d'apporter leur savoir-faire dans l'organisation, faire en sorte que ce soit efficace et réaliste. Et à côté de ça, on demandera que la commune, elle, mette à disposition une structure permettant de le faire. À ce moment-là, on va créer une petite richesse au départ, mais qu'on va agrandir sans arrêt, sans arrêt. On va faire de plus en plus de jardins. Pourquoi? Parce que mon projet politique, c'est quoi? Mon vrai projet, c'est de faire en sorte que la commune soit en totalité capable d'être autonome en eau, en énergie, en chauffage, en nourriture. Donc qu'à Wem, on soit le premier village au monde, enfin ça existe déjà, mais le premier modèle d'un nouveau système où on soit capable d'être autonome. Ça ne veut pas dire qu'on s'enferme dans un camp retranché, mais on crée quelque chose qui fait que si jamais on se retrouve en Grèce, enfin l'équivalent de la Grèce dans 3 ans ou dans 6 mois, on a déjà commencé à créer un nouveau système qui va nous permettre, nous ici, de manger et de ne pas devoir foutre le camp de chez ses parents. Et donc, et en même temps, de donner une motivation, un sens à la vie de toutes ces personnes. Alors, je vais parler d'ailleurs de toute une série de projets, si vous voulez. Peut-être un petit mot sur les créations d'entreprises éthiques. Moi, je propose un tout nouveau système de gestion éthique. Le système de gestion éthique, il se fait en 3 parties. La première partie, c'est ce que j'appelle la communication vivante. La deuxième partie, ça a l'air un peu compliqué, ça s'appelle l'holocratie. Et la troisième partie, ça s'appelle retour à l'unité. Le plus facile à comprendre, c'est retour à l'unité. En même temps, c'est peut-être un des plus difficiles à faire. Vous voyez, ça c'est une pièce de monnaie. Vous avez pile, vous avez face. Et ces faces sont complètement opposées. Il n'y a pas moyen d'être plus opposé que ces faces. Et en même temps, ces 2 faces opposées, elles ne font qu'une seule pièce.
l'unité de la pièce. Et en même temps, cette pièce, elle s'insère dans un grand nombre de pièces. Seule, elle n'est pas grand-chose. Si maintenant je prends cette loi simple de la nature qu'on peut observer quand on est à l'école maternelle, eh bien, on peut l'imaginer dans un système politique. On peut imaginer de prendre le meilleur de ce qu'il y a dans le capitalisme libéral, c'est-à-dire la création de richesses, la mise en valeur de l'individu, sa potentialité, etc., etc., avec le meilleur du communisme, c'est-à-dire un service social, c'est-à-dire être au service de la société et créer des choses. Il y a des bijoux, des diamants dans les deux systèmes. Et le système, moi, que je pose, c'est un système d'unité où on prend le meilleur des opposés. On prend les faces opposées, on les met au meilleur. Voilà, ça c'est le retour à l'unité. La communication vivante, à quoi ça sert? D'abord, ça sert à communiquer entre nous. J'ai mis le mot vivant, pourquoi? Parce que quand on parle communication, les gens pensent antenne satellite, radio, mais ils ne parlent plus de se parler l'un à l'autre. Et on n'apprend pas à se parler l'un à l'autre. Déjà à l'école, on apprend plutôt à s'engueuler, à juger. Qui est capable d'écouter 30 secondes quelqu'un en étant super contre ses idées, en lui disant « Oh, comme c'est intéressant ça !» Je ne les partage pas du tout, mais c'est intéressant. Et sans l'interrompre. Moi, j'ai du mal aussi, c'est difficile. Essayez avec vos enfants ou avec votre patron de ne pas les interrompre. Donc là, je pense qu'il y a un vrai travail de communication qui doit se faire dans l'administration communale. Moi, je considère que dans l'administration communale, il y a une ambiance détestable, mais absolument détestable. Elle se ressent en tout cas pour les gens qui viennent à l'administration communale. Le nombre de personnes que j'ai croisées qui me disent « Oh, ouais, oh !» Je ne remets pas les gens en cause, je dis le système, pas les gens. Ils ont été conditionnés à communiquer d'une manière, je dirais, tragique. Mais moi, j'ai des exemples, légion, mais légion. J'en prends un pour le CPS. Le CPS, ils sont censés, les assistantes sociales sont censées d'assister les gens. À quoi? Je n'en sais rien. J'ai le cas précis de quelqu'un qui a une société qui a loué des appartements au CPS, enfin, à des gens du CPS. Il a des comptes ISTA, chauffage, et cette année, il y a un supplément de chauffage. Et chacun doit payer. Et dans les locataires, je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont au CPS. Eh bien, le CPS s'est réuni, les assistantes sociales se sont réunies, et ont décidé de conseiller à leurs assistés de ne pas payer. C'est incroyable. Donc, on assiste les gens à devenir malhonnêtes. Alors, je disais que je ne veux pas incriminer les personnes. Pourquoi? Parce que le système éducatif nous incite et nous fabrique comme ça. Il y a des tas d'exemples. Tout à l'heure, je parlais de l'argent. On utilise ça tout le temps, on ne nous a jamais appris. J'ai parlé à un juge ou à des avocats. Je leur ai posé la question, à l'école maternelle, primaire, secondaire, à l'université. Qu'avez-vous appris? On a appris les lois, la Constitution. Je dis, très bien. C'est quoi votre métier? Notre métier, c'est de gérer des problèmes sans arrêt. On est tout le temps dans des problèmes, des gens qui se disputent, etc. Donc je dis, si je comprends bien, votre métier, c'est de gérer des conflits. OK, le juge, tout le monde est d'accord. Je dis, combien de formations de gestion de conflits avez-vous eu depuis vos études? 0. 0. On n'a jamais appris à un juge, à un avocat, à un juriste de gérer un conflit. Et c'est son métier. Alors je suppose que c'est la même chose avec les assistants sociaux. On ne les a sans doute jamais appris à assister quelqu'un. Donc évidemment, moi je suis un rebelle du système. J'ai commencé tôt à être rebelle. Moi j'ai été en rébellion contre le système éducatif dès que j'étais enfant. Parce que mes parents, ils m'adoraient, mais à cette époque-là, on avait la fâcheuse habitude de frapper les enfants quand ils n'étaient pas d'accord. C'est là que ma rébellion a commencé sur le système éducatif. Et ça a commencé à l'école. C'est incroyable. Il faut quand même s'imaginer un truc complètement fou. Vous avez des enfants qui sont à l'école maternelle pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils s'amusent, ils gambadent, ils ont des libertés, ils peuvent aller là, des tunnels, des machins. Puis, du jour au lendemain, ils rentrent à l'école primaire, assieds-toi. On les met assis 8 heures sur une chaise. Et parfois, les bras croisés, s'il vous plaît. Mais c'est complètement fou. Ça va contre la vie. Et moi, je sais de quoi je parle. J'ai été prof. J'ai été prof de musique, j'ai été prof de solfège.
Eh bien, mes collègues, quand on était prof de solfège, voilà comment ça se passait. Il y avait des enfants qui venaient avec des yeux qui brillent. « Ah, monsieur, moi, je voudrais jouer du piano. Ah, je voudrais jouer de la guitare. Je voudrais jouer de la trompette. Ah, ils sont super enthousiastes. Moi, je veux de la batterie. » Et qu'est-ce qu'on leur répondait? « Non. Non, tu vas faire 1 an de solfège. Et quand tu auras fait ton année de solfège, alors tu pourras, si tu l'as réussi, commencer à jouer un instrument. » J'ai encore jamais vu qu'on demande à un oiseau de chanter après 1 an de solfège. Hein. Et je ne connais pas grand monde qui chante aussi bien que les oiseaux. Donc c'est d'une stupidité hallucinante. Et en plus, quand les élèves étaient là, qu'est-ce qu'on faisait? La plupart de mes collègues, ils disaient « Oh, j'en ai 40. Ben, je vais tout faire pour que dans 3 mois, je ne garde que les meilleurs, qu'il en reste 15. » Alors moi, qui étais prof, j'étais scandalisé. Vous voyez, je faisais le contraire d'eux, moi. Hein. Je demandais à mes élèves « Qu'est-ce que tu as envie de faire comme musique ?» Parce qu'en plus, il fallait faire le programme. Telle note, tel machin, tel truc. Moi, je disais aux élèves « Amenez vos disques, qu'est-ce que tu aimes ?» Et on partait de ce qu'ils aimaient. Moi, en tant que prof, je savais où je devais arriver. C'est-à-dire qu'ils sachent lire les notes à tel niveau à la fin de l'année. Mais le programme lui-même, c'était eux qui le faisaient, ce n'était pas moi. Parce que quand vous écoutez les questions des enfants, hein, imaginez un enfant qui dit « Dites, monsieur, pourquoi est-ce que les feuilles sont vertes ?» Eh bien, si vous voulez répondre à cette question, vous avez 10 ans de programme en biologie. Hein. Donc, il suffit d'écouter les enfants et ils ont de quoi faire le programme. Et je pense aussi dans la commune que ça doit être comme ça. Il faut donner une direction, mais ça doit être les quartiers, les villages qui doivent dire ce qu'eux ont besoin et pas une direction qui dit « Tiens, vous avez besoin de ça ou bien on va construire une salle. » Non, et moi, j'irai plus loin. Je ne demanderai pas seulement à la population « Qu'est-ce que vous avez besoin ?» Je dirai aussi « Qu'est-ce que vous êtes prêt à payer pour l'avoir ?» Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre comme taxe supplémentaire à la commune pour avoir ce que vous voulez avoir dans votre village? À ce moment-là, il y aura une prise de conscience réelle. Alors, ce n'est pas forcément en taxe, ça peut être en bénévolat, ça peut être en don de matériaux, ça peut être en don de temps, que sais-je, ou de formation, ou de service, peu importe. Mais il faut qu'on fasse en sorte qu'on devienne responsable. Et devenir responsable, ce n'est pas toujours facile, on ne nous a jamais appris ça à l'école. Surtout, ne soyez pas responsables. Obéissez. C'est ça qu'on nous apprend à l'école. Bon, vous voyez, je m'énerve un peu, ou bien je m'emporte un peu, mais le système est tellement aligné que je trouve ça incroyable. Peut-être, je pourrais parler des processus d'une manière plus complexe, mais juste en un mot ou deux. L'holocratie, j'ai dit. L'holocratie, c'est quoi? C'est un système de gestion, de gouvernance. Actuellement, nous sommes dans ce qu'on appelle la démocratie. Et Churchill, il disait, la démocratie, c'est le pire de tous les systèmes. À l'exception, non, le pire de tous les systèmes, à l'exception de tous les autres. Et pourquoi est-ce que tout le monde nous dit la démocratie, la démocratie? On sait que c'est le pire des systèmes. Enfin, le pire, un des pires. Pourquoi? Parce que la démocratie, ça devient la dictature de la majorité. Regardez, en Belgique, il y a une majorité de flamands, une minorité de francophones, et on a vu des trucs incroyables où la majorité des Flamands, tout parti confondu, ont voté des lois anti-francophones. Ça, c'est ce que j'appelle la dictature de la majorité. Et chaque fois qu'il y a de la démocratie en jeu, il y a un problème avec les minorités. Donc ce système est foireux. Il faut trouver autre chose. Et cette autre chose, ça existe. Et il y a des ingénieurs, des chercheurs qui ont trouvé ça. Le premier, c'est Prigogine, prix Nobel je crois que c'est de chimie, qui était en belge en fait, hein, un russe naturalisé belge. Lui, il a fait des recherches pour, bon, c'est assez compliqué, des théories dissipatives. Ça veut dire quoi? Qu'il a observé comment est-ce que l'ordre naît du chaos. Et alors il y a plein d'ingénieurs qui ont cherché dans les techniques cybernétiques, les sciences de la direction, etc. Et on a remarqué par exemple que dans la nature, le rayon le plus puissant au monde, c'est le rayon laser. Et c'est incroyable parce que si vous prenez un rayon laser, toutes les particules du rayon ont le même pouvoir, sont équivalents. Et s'il y en a 1 ou 2 ou 10 qui n'ont pas la même équivalence, le rayon ne fonctionne pas. Ils sont synchronisés avec une vibration et ils sont tous équivalents, avec un même pouvoir. Et si le pouvoir n'est pas partagé équivalemment, la puissance du rayon chute. Donc c'est quand même étonnant. Donc à partir de là, il y a des ingénieurs, notamment un gars qui travaillait chez Philips, qui a inventé un système se basant sur ses recherches scientifiques de physique quantique, etc. Donc c'est très récent. C'est pour ça que ce n'est pas connu. Et la base du système,
c'est de séparer le pouvoir et l'autorité. Donc d'un côté, on partage le pouvoir avec toutes les personnes qui sont concernées ou des représentants concernés pour tout ce qui est décision stratégique. Et de l'autre côté, on donne l'autorité aux individus. Mais cette autorité est renforcée, elle est encore plus forte. Pourquoi? Parce qu'on a choisi ensemble qui va être le chef de ça. Et comme on l'a choisi ensemble, on va accepter son autorité. Et si on la met en question, dans le pouvoir partagé, on va dire, écoute, ce chef-là, il n'est pas terrible, je propose un nouveau. Mais donc, on va accepter de se soumettre aux ordres du chef, ou on va s'accepter de diriger, parce que le pouvoir a été partagé. Et ça, lors des prochaines conférences que je vais faire sur le système que je propose, je vais développer. Tout à l'heure, j'ai dit que j'avais prévu 9. Il y en a une que je vais faire avec des jeux, parce que c'est beaucoup plus facile à comprendre dans le jeu que dans la théorie. Il y a encore une chose, juste une dernière chose, c'est qu'on décide par consentement mutuel et pas par consensus. Lorsque vous êtes dans une réunion où il faut décider, vous demandez aux gens qui est d'accord avec ça. C'est difficile de trouver un groupe où tout le monde est d'accord du premier coup. C'est pas possible. Par contre, si on pose la question inverse, et ça c'est le consentement, on ne se marie pas par consensus, on se marie par consentement. Et par consentement, on va poser la question inverse. Qui a une objection à ça? Alors, les gens vont commencer à se responsabiliser. Est-ce que j'ai une objection à cette décision? Ça ne me plaît pas, mais est-ce que ça touche des valeurs chez moi? C'est pas une objection. Si on veut une voiture verte et l'autre veut une rouge, ouais, mais enfin... c'est pas une question de valeur. Donc, je vais le dire avec un exemple très simple. Vous allez encore peut-être mieux comprendre. J'ai suivi des cours de philosophie à l'université de Toulouse. Et le prof, à chaque fois qu'il y avait des cours, il disait, à la fin du cours, qui est d'accord de faire la prochaine présentation au cours de philosophie? Qui est d'accord? Il fallait un quart d'heure pour qu'il trouve un gars qui accepte d'être d'accord. Alors j'ai été trouver le prof, je lui ai dit, posez-lui la question à l'inverse. Il me dit, comment? Mais voilà, je vais le faire. Je suis venu et j'ai dit, voilà, qui a une objection à présenter le prochain cours? Qui a une objection? Et sur les 60 personnes qui étaient là, il y en a 30 qui ont levé le doigt. Moi, je ne saurais pas, j'ai un examen, moi, je n'ai pas le temps. Il y en avait 30 qui n'avaient pas levé la main. Et je dis au prof, vous en avez 30 là. Choisissez-en. Et ça a mis 30 secondes pour avoir des volontaires. Vous voyez, rien qu'en renversant la manière de fonctionner, soit on prend un quart d'heure en demandant qui est d'accord, soit on dit qui est contre, ça va beaucoup plus vite. Ce sont des toutes petites techniques, mais je vous jure que moi je les ai pratiquées en gestion, on les a même pratiquées dans des conditions terriblement difficiles, dans le cas de licenciement personnel par exemple. Bon, voilà. Je ne sais pas quelle heure il est. Quelle heure est-ce qu'il est 20h40. Voilà, c'est comme vous voulez. Soit on passe aux questions-réponses, c'est peut-être le mieux maintenant, et soit je vais plus loin, parce que moi je suis capable de parler des heures, dans chaque domaine, il y a tellement de choses à dire. Mais j'ai quelque chose de très concret à proposer au niveau des entreprises d'éthique mixte à la commune. Les principes, par exemple, je voudrais faire des centres de formation éthique, je voudrais faire une banque, ça j'en ai parlé, je voudrais faire des entreprises agricoles en association avec des fermiers qui puissent faire les fameux potagers biologiques, mais aussi des vergers, aussi de l'élevage, pourquoi pas. On pourrait même envisager une brasserie, il y en avait une à Wem. Alors un projet phare dans mon projet, c'est que je voudrais, moi, que d'ici la fin du mandat, et encore bien plus rapidement si c'est possible, que chaque personne à OM, chaque habitant de la commune de OM, reçoive l'énergie gratuitement. Alors vous allez me dire, c'est fou. Ben non, c'est pas fou du tout. Je vous donne un exemple. Il y en a plein ici qui le savent à OM. On achète une installation de panneaux photovoltaïques. Il y a des sociétés qui vous les proposent pour 0 €. Moi, je viens d'en commander 2. Dans une maison, j'ai mis des panneaux sur un toit et je vais mettre des panneaux au sol. Je mets 90 mètres carrés de panneaux en plus. Je produis, puisqu'il y a 2 compteurs, 23 000 kilowatts. C'est-à-dire que je produis 100% de mon chauffage qui est électrique et 100% de toute l'énergie. Et j'en ai même de trop. On nous fait croire qu'il faut économiser l'énergie, c'est de la foutaise. Il suffit de la capter, il y en a partout. Elle est infinie. On est capable de vivre dans la
richesse dans l'abondance, mais je prône aussi la frugalité. Il ne faut pas gaspiller et vivre n'importe comment. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que la commune fasse un grand emprunt pour financer toutes les installations de panneaux photovoltaïques et d'autres, des éoliennes, des mini-éoliennes, de sorte que toute la commune puisse être autonome à 100% en énergie et que plus personne ne doit jamais payer l'électricité. Et comment est-ce qu'on va rembourser l'emprunt? Avec la vente des certificats verts. C'est aussi simple que ça, c'est ce que tous les gens qui ont des panneaux ici à OM l'ont fait. Et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour tout le monde? Il suffit que la commune ait l'initiative de le faire, et je vous garantis, en 3 ans, tout le monde a l'électricité gratuite. En 3 ans. Et le chauffage gratuit. Moi, je parlais tout à l'heure des gens du CPS, et ils ne sont pas les seuls. Hein. Vous savez qu'en France, il y a 8 millions de familles qui sont précaires de chauffage, qui ne savent plus se chauffer en hiver. 8 millions de familles. Donc, il vaut mieux que nous, on ait du chauffage, du confort, on a en plus des forêts sur la commune, et que ce soit gratuit pour tous. Et c'est possible, c'est réaliste, c'est prouvé. Bon, je voudrais créer des entreprises culturelles, mais ça, les projets eux-mêmes, en tant que tels, doivent venir des gens. Mais on peut leur donner des idées, quoi. Au niveau du touriste, je voudrais par exemple créer une société d'économie mixte avec des entrepreneurs où on proposerait clé sur porte des systèmes de gestion autonome d'énergie, mais il y aurait un peu d'éolien, un peu de pompe à chaleur, un peu de solaire, de sorte qu'on puisse offrir un package complet. Quand on va là, avec cette entreprise-là, eh ben on a une énergie totale. Et qui ferait partie de ces entreprises? D'abord les entreprises de OM. Comment elles seraient payées? Eh ben, à moitié en euros et à moitié en monnaie locale. Ce qui permettrait alors aux gens d'OM de commencer à s'échanger des richesses avec de la monnaie locale. On peut imaginer des tas de choses pour enrichir le village de la monnaie locale. On peut améliorer les retraites. Toutes les personnes qui sont coincées avec les retraites, on leur donne un complément en monnaie locale, à condition évidemment qu'on ait auparavant créé la richesse. Donc il y a tout un projet complet où on peut être autonome.